Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast État de femme. Le témoignage que vous allez entendre est celui de Fanny. Fanny, c'est une nana que j'ai rencontrée il y a un peu plus de 20 ans. En fait, à vrai dire, c'est une amie, une véritable amie. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous étions encore étudiantes à Bordeaux à l'université et nous avions toutes les deux besoin de changement. Alors sur un coup de tête, nous sommes partis en août 2003 plutôt, sur la commune de Toulouse. Là-bas, nous avons créé un univers de colocation, de femmes et de sororité. Fanny a accepté de répondre à mes questions autour de la période qu'elle traverse actuellement, un processus de recherche d'emploi et de reconversion. Elle nous parle de ses envies, de ses besoins et des bienfaits d'avoir arrêté son ancienne activité pour mieux se tourner vers l'avenir. Fanny, la quarantaine, éducatrice spécialisée et féministe. Bonjour Fanny et bienvenue dans mon podcast État de femme. Merci beaucoup de répondre favorablement à ma demande. Est-ce que tu pourrais te présenter à nous ? Merci beaucoup déjà de m'avoir invitée, Nadia, ça me touche beaucoup. Je m'appelle Fanny, j'ai 41 ans, je vis en couple, je n'ai pas d'enfant et je vis dans le Maine-et-Loire, voilà, depuis une quinzaine d'années. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta situation actuelle par rapport au travail ? Mon dernier emploi, c'était éducatrice spécialisée. Du côté professionnel, du coup, moi j'ai commencé par des études de psycho. J'ai fait un doc de psycho, après je suis partie plutôt en sciences de l'éducation, jusqu'à un master 1 que je n'ai pas validé. Et parallèlement, j'étais animatrice en périscolaire quelques années. Après, j'ai été assistante d'éducation. Et j'ai passé mon diplôme d'éducatrice spécialisée de 2011 à 2014. Voilà, donc ça fait 10 ans que je suis diplômée EduxP. Et actuellement, je suis au chômage parce que donc j'ai travaillé pendant 8 ans dans une association d'aide aux victimes de violences conjugales. Et je suis partie, enfin j'ai été licenciée en décembre 2023 suite à une procédure d'inaptitude professionnelle. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire si tu penses que ton statut de femme a une incidence dans ton processus de reconversion ? Alors sur le processus de reconversion, je pense que oui. Après, je le lirai plus généralement au choix de mon métier. Vraiment, j'ai compris, comment dire, quand j'ai commencé à intégrer cette association d'aide aux victimes, je me souviens très bien, une des questions à mon entretien de recrutement, c'était: est-ce que vous êtes féministe ? Et je me rappelle avoir dit bah non, voilà, parce que pour moi, être féministe, c'était vraiment les extrêmes, les engagements extrêmes, ceux qui peuvent être les plus médiatisés. Et j'ai compris tout au long de ces 8 années de travail au sein de cette association que oui, j'étais féministe et que je n'étais pas éducatrice spécialisée pour rien, voilà, que je n'étais pas là pour rien, que je n'étais pas dans cette association pour rien et que tout mon parcours personnel et voilà, qui est devenu un parcours professionnel, était lié à mon statut de femme et je m'en étais vraiment pas rendu compte avant. Et je pense que c'est autant dû à cette association qui est très engagée et qui est très féministe qu'à l'évolution dans la société actuelle aussi, où on prend quand même de plus en plus compte des questions de genre et de comment ça peut nous conditionner dans la société et dans nos choix de vie et nos choix professionnels. Donc, dans la reconversion, je ne sais pas, voilà, je sais pas si je saurais répondre à ta question, mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience réellement de pourquoi j'ai choisi ce métier, qu'est-ce que je veux encore, dans quelles injonctions j'ai pu être prise et qu'est-ce qui relève un peu plus de mes choix personnels que de ce qu'on pouvait attendre de moi en fait au niveau de mon genre et de la société, de ma vie familiale en fait, de mon héritage familial. Ça a été un gros processus pour moi. Est-ce que tu penses que ta situation familiale a une influence, pour le coup, sur ton processus de reconversion ? Je pense que oui, puisque, alors comme je disais, hein, moi je vis en couple, mais on a fait le choix de ne pas vivre ensemble. Donc je vis seule, voilà, dans une grande ville. Et effectivement, les choix que je fais
ont des répercussions sur moi principalement, mais pas tant sur mon conjoint ou de potentiels enfants. Donc je me sens beaucoup plus libre d'expérimenter des choses, ça c'est sûr. J'en ai conscience aujourd'hui, je me dis si je dois repartir aujourd'hui à 41 ans sur un autre métier, j'ai moins, je pense, de freins que pourraient en avoir d'autres personnes. Après, parfois, c'est des freins qui peuvent être aussi des piliers dans la vie, donc des soutiens. Mais je manque pas de soutien parce que je suis très, très entourée au niveau amical et familial. Donc, je les ai, ces piliers-là, dans ma vie. Mais du coup, je me sens... là-dessus, je me sens assez libre de me tourner vers d'autres possibilités. En tout cas, voilà. J'ai pas spécialement de freins. Est-ce que tu penses que ton âge a une influence toujours sur ton processus de reconversion? Est-ce que tu penses que le fait finalement d'avoir la quarantaine passée, c'est quand même ça influence le processus dans lequel tu es depuis quelque temps? Oui, la question de l'âge, elle est hyper importante, je trouve. Moi, j'ai passé mon diplôme assez tardivement, enfin tardivement. Dans ma promotion d'éducateur et éducatrice spécialisée, il y avait pas mal d'âges différents. Mais moi, j'avais la trentaine, c'était pas mon premier choix professionnel. Voilà, je me suis beaucoup cherchée professionnellement, je savais pas du tout vers quoi j'allais. C'était bien sûr des métiers du soin, du care, comme beaucoup de femmes, voilà. Mais j'avais pas vraiment déterminé un métier particulier. Je suis passée par l'animation, je suis passée par le pionica, voilà, j'étais toujours en relation avec l'autre, dans une relation d'aide et d'accompagnement, mais voilà, ça s'est fait un peu tardivement. Et aujourd'hui, donc, ça fait 10 ans que je suis éducatrice spécialisée. Et je me dis que j'ai encore, dans la quarantaine, on a encore l'énergie peut-être voilà, de se tourner vers de nouveaux projets. Et en même temps, parfois, là, dans les premières recherches que j'ai pu faire sur une reconversion pardon, dans le domaine culturel ou, voilà, ou d'autres peut-être pistes que j'ai pu explorer, on se rend compte que les études sont plus importantes qu'avant. On arrive moins un peu spontanément dans un domaine dans lequel on arrive avec plein de motivation, puis on se forme un peu sur le tard. Là, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus clivé, je trouve. Donc peut-être que mon âge peut aussi être un handicap dans ce sens-là. Et il est une force plutôt dans tout ce qui relève de ce que je veux et ce que je ne veux plus. Ça, voilà, je sais aujourd'hui, mon parcours professionnel fait qu'aujourd'hui, je sais vraiment ce que je ne veux plus et c'est important de pouvoir s'écouter et ça conditionne beaucoup mes recherches là aujourd'hui. Euh, Tout à l'heure, tu parlais de processus de déconstruction dans ta recherche d'emploi et dans tes activités pro, de manière générale. Et justement, cette question, peut-être elle va permettre d'aller un peu plus loin par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ton milieu social d'origine a une influence sur la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ma Fanny? Ouais, oui, c'est assez évident. Ça, pareil, je l'ai vraiment conscientisé, principalement ces dernières années avec mon expérience dans cet assaut féministe et mon entourage aussi. Voilà, toutes les amies que j'ai, la sororité qu'on a pu développer, les discussions qu'on a pu avoir, je trouve qu'on prend vraiment de plus en plus conscience de tout ça. Mais le milieu social, oui, il a été déterminant puisque je, je- alors, je suis pas sociologue, hein, donc, mais il me semble quand même que c'est dans les milieux les plus populaires que les femmes se tournent le plus vers des métiers du care et voilà, du soin, des métiers qui autrefois n'étaient pas des métiers, mais qui étaient des fonctions typiquement féminines, mais pour lesquelles elles n'étaient pas payées. C'était considéré comme normal. Et aujourd'hui, beaucoup de métiers se sont professionnalisés. Et en même temps, euh, ça reste des métiers qui ne sont pas très bien payés, qui demandent une énergie, un investissement assez important, une, euh, une motivation, une abnégation parfois de soi, de ses envies, de ses besoins. Et là, j'ai remarqué dernièrement aussi que la question du salaire et la question, oui, bah, financière en fait, de cette rémunération
Je sais que moi, quand j'ai commencé mes études d'éducatrice spécialisée, je disais c'est pas important en fait. C'est un métier, c'est une vocation. Moi, je fais ça parce que j'y trouve du sens, parce que c'est important. Je trouve une place dans la société. Je donne, je reçois beaucoup aussi, mais ça me donne une place. Et la question du salaire, c'était quelque part secondaire. Et c'était aussi secondaire parce que par rapport à mon milieu d'origine, c'était déjà un bon salaire. Voilà. Mais quand je pense aujourd'hui, je me dis, bah, 1005, 1007, bah, je n'ai pas honte aujourd'hui de dire qu'en tant qu'éducatrice spécialisée, mon travail vaut plus, mérite plus, parce que c'est vraiment, on donne énormément et que on est utile à la société. Mais là, je parle du métier d'éducatrice spécialisée, mais je parle aussi du métier, de tous les métiers hospitaliers, de tous les métiers de l'éducation, de tous ces secteurs qui pour moi sont essentiels et qui sont si peu rémunérés et qui touchent principalement les femmes. Voilà. Dans l'éducation spécialisée, il y a quand même des hommes, beaucoup moins. Alors je ne sais pas, peut-être que ça évolue hein, depuis 10 ans. Mais en tout cas, en formation, il y avait moins d'hommes. Et par contre, ils arrivaient à trouver plus facilement du travail sur le marché de l'emploi. C'était hallucinant hein, de voir ça quand on est tous sortis de la promotion. Les hommes étaient très très recherchés. Et aussi, moi j'ai pu remarquer, alors ça je ne sais pas si c'est lié au milieu socioculturel de base ou si c'est lié au genre, mais j'ai pu aussi constater que en tant que femme, on souffre davantage du syndrome de l'imposteur et ça a été prouvé parce que je me suis renseignée un peu, ça m'a intéressée et qu'en fait en tant que petite fille on nous apprend qu'on est peut-être moins intelligente et qu'on a moins de capacités que les hommes et dans ma carrière professionnelle je me suis rendu compte de ça aussi. Je me suis dit que ceux qui évoluaient le plus c'était souvent les hommes qui se posaient peut-être moins de questions, qui allaient peut-être plus spontanément parce qu'on leur avait, voilà, dans leur éducation, donné plus confiance en eux que les femmes, quoi. Donc oui, tout ça mélangé, je prends conscience aujourd'hui que et mon milieu socioculturel et voilà, mon statut de femme ont eu une grande influence. Et je voudrais juste rajouter la question de la culpabilité aussi, qui pour moi est hyper importante. Euh, je viens d'une lignée, comme beaucoup, hein, je pense, de mes amis, mais de femmes qui ont été élevées dans la culpabilité, qui portent cette culpabilité. Et ma mère m'a transmis ça également, mais où il faut être disponible pour l'autre, il faut être à l'écoute, il faut être dans le soin. Et si on n'est pas voilà, dans ces fonctions-là, quelque part, c'est pas qu'on n'a pas de valeur, mais on remplit pas notre mission et on n'est pas reconnu. Et du coup, je trouve que cette culpabilité qu'on peut porter aussi en tant que femme nous pousse vers des métiers du soin et de l'écoute, et du coup nous pousse à ne pas trop s'écouter nous en fait. Et peut-être que dans nos choix d'études, ça joue énormément au moment où on se dit, bon, alors voilà, j'ai 18, 20 ans, qu'est-ce que je fais? Eh ben, on va se tourner vers des fonctions qu'on maîtrise déjà et qu'on assume déjà. Moi, voilà, l'écoute, l'aide et l'accompagnement, je l'assumais dans mon milieu familial en tant qu'aînée. Voilà, donc, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, je suis allée vers une professionnalisation de compétences que j'avais déjà, pour le coup. Et le milieu social fait que, sans beaucoup d'argent non plus, je ne suis pas allée vers des études qui auraient pu me sortir un peu de ma condition parce que j'avais pas les moyens de me les payer ou que peut-être je savais inconsciemment que c'était pas pour moi, que voilà, c'était pas dans mon habitus quoi. Je voudrais quand même préciser que ta maman est auxiliaire de vie Oui. depuis un certain nombre d'années. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous ferez le lien, effectivement, quand tu parles de lignée, de culpabilité, Ouais. de soins, etc. Et puis, tu sais, en t'écoutant, je me dis que finalement, tout ce travail de déconstruction que tu as mené depuis un certain temps va certainement te permettre de vivre ton processus de reconversion dans une autre idée. Ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, il y a des choses que tu as envie de laisser, de plus faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous dire s'il y a des choses auxquelles tu aspires après cette réflexion-là, finalement, est-ce que c'est de sortir complètement de la sphère dans laquelle tu étais, c'est-à-dire du soin de l'accompagnement? Est-ce que c'est d'assumer ton côté féministe que tu as acquis, et en tout cas parfait, depuis quelques années? Ou est-ce que c'est le fait de beaucoup gagner d'argent, tu vois? Est-ce que tu as une idée par rapport à ça? Ouais. Ouais. J'ai beaucoup évolué là depuis 1 an et demi, c'est assez fou. Quand j'ai arrêté, alors je suis partie
quand même, c'est un contexte très particulier, l'inaptitude. Je suis partie à la limite du burn-out, clairement. Ça faisait des années déjà que ça n'allait pas dans mon institution. On a enchaîné beaucoup, beaucoup de directions avec lesquelles ça se passait pas très bien. On avait vraiment un conflit de valeurs, un conflit d'engagement, un gros sentiment d'injustice. Mais ce qui me faisait tenir, c'est que vraiment, j'avais des collègues. Voilà, on était sœurs, quoi. On est devenus. C'est très, très fort ce qui nous lie aujourd'hui. On a développé une grande sororité, on avait un engagement dans lequel je me retrouvais, quasi les mêmes pratiques professionnelles tout en étant très différentes, mais on avait une confiance les unes envers les autres qui était très importante. Et le sentiment, alors c'est pas très modeste ce que je vais dire, mais on avait vraiment le sentiment de bien accompagner les femmes et les enfants qu'on hébergeait et qu'on recevait en entretien. Donc ça me faisait tenir. Et on se disait, bon, on va réussir aussi. On s'est engagé syndicalement. On s'est battu pour défendre notre vision du travail. Et quand même, au bout de 8 ans, on a fini par lâcher, quoi. On s'est épuisé et on est quasiment toutes parties en 6 mois, les anciennes. Donc on était 5 et en 6 mois, on est toutes parties, soit une démission, soit rupture conventionnelle, soit pour moi une inaptitude. Donc ça a été quand même très très éprouvant et ça a été un deuil très important à faire. Alors au début, pour être honnête, j'étais persuadée que c'était pas du tout la problématique même d'accompagnement des femmes victimes de violences qui m'épuisait. Je me disais non, c'est pas ça. C'est vraiment que les problèmes institutionnels. La problématique, ça me va, ça me fait vibrer, c'est mon engagement, je suis là et ça ne m'épuise pas. Bon, aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'étais aussi très très épuisée par le fait d'entendre des histoires ultra violentes, voilà, quasi chaque jour, de devoir gérer des situations d'urgence et d'être confrontée à l'injustice de ces femmes qui souvent subissent la double peine, d'être premièrement victimes de violences conjugales et deuxièmement mal protégées par le système ou peu aidées. Donc voilà, ça épuise et je m'en suis rendu compte. Mais malgré tout, euh, je sais que ça a été quand même un deuil à faire de se dire, bon voilà, je pars en inaptitude. Déjà, c'est pas simple d'assumer. Alors, ce mot inaptitude, c'est un peu une étiquette quand même qu'on nous met. Et à la fois, moi, je voulais partir dans ce contexte-là. C'est-à-dire que c'était impossible pour moi de demander une rupture conventionnelle parce que j'estimais que je ne pouvais pas partir à l'amiable, ça avait été trop loin en fait. Donc je savais que dans mon processus de reconstruction, il fallait que la médecine du travail constate l'inaptitude, que je sois reconnue. Alors, j'ai pas eu de maladie professionnelle, mais j'ai été reconnue comment dire, dans ce mal-être face à cette institution particulièrement. Donc ça a été important dans mon processus de reconstruction. Et les premiers mois, je me suis dit, bah, c'est fini, quoi. Vraiment, c'était très très clair dans ma tête. Je ne serai plus éducatrice spécialisée. J'ai laissé tomber mes fonctions syndicales, j'ai laissé tomber aussi mon militantisme, j'étais chez Attac. Voilà, en fait, je n'avais plus d'énergie pour rien. Et ça a été compliqué, mais chaque forme d'engagement était trop énergivore pour moi et m'attaquait trop, en fait. Je n'y arrivais plus. Alors que 6 mois avant, c'est ce qui me faisait tenir et c'est là que je trouvais ma place. Et je ne me voyais pas ne pas être dans le militantisme parce que c'était une hérésie de ne pas l'être pour moi, quoi. Et là, à partir du moment où j'ai été licenciée en décembre, j'ai vraiment tout lâché. Et je me suis lancée vers tout de suite, bon allez, je vais chercher, alors c'est pas un bilan de compétences, mais ça s'appelle Active Projet. Voilà, c'est sur 4 mois et on va chercher vers quoi on peut aller. Et je me suis lancée très très vite, trop vite. Clairement, je m'en suis rendu compte après. Et puis voilà, j'ai freiné un peu. Je me suis dit, non, en fait, c'est trop tôt là d'aller explorer d'autres domaines.
il y a plein de freins qui sont apparus assez vite. Et j'ai refait un travail avec une psychologue du travail pour déconstruire un peu, parler du deuil de mon métier, de ces 8 ans au sein de cette institution où quand même j'avais eu ma place à un moment donné et c'était une évidence, hein, cet emploi-là. Donc il a fallu déconstruire tout ça et aujourd'hui j'en reviens un peu et je me dis, est-ce que je suis vraiment prête à ne plus du tout être éducatrice spécialisée? Et je ne sais pas. Aujourd'hui, Manadia, je n'ai pas la réponse. Vraiment. Je commence à regarder d'autres offres. Je sais que pour le moment, je ne peux plus travailler directement dans le domaine des violences conjugales, mais par contre, voilà, il y a des offres qui pourraient m'intéresser, mais je me dis, allez, un petit CDD pour essayer, voilà, sans engagement. Je continue mon processus de réflexion sur la reconversion, mais c'est plus aussi tranché qu'il y a 1 an et demi où c'était non, non, c'est bon, le travail social, c'est fini, il y a trop d'injustice, il n'y a pas assez de moyens, je ne veux plus participer à ça, c'était très clair. Là, ça l'est moins aujourd'hui. Merci pour tout ça, Fanny. Euh, une autre série de questions. Est-ce que tu penses que dans tes activités professionnelles précédentes, il y a eu des moments au cours desquels tu as senti que c'était plus facile ou plus difficile d'être une femme? Je pense vraiment que le genre a une influence, ça c'est sûr. Après, ça va dépendre peut-être des métiers que j'ai pu faire. En tant qu'animatrice socioculturelle, j'ai pas vraiment vu la différence. Enfin, en fait, la différence que je peux voir, qui a traversé un peu tous les métiers, c'est que nous, en tant que femmes, on va être dans le côté de soins, dans le côté maternel, là où les hommes, et on le retrouve beaucoup peut-être dans l'éducation spécialisée, ils vont représenter l'autorité, le cadre, et nous, peut-être qu'on va avoir plus de mal à prendre cette place-là. Maintenant, je pense, en voyant les jeunes collègues qui arrivent, je pense qu'il y a quand même peut-être un travail qui est fait de ce côté-là et j'ai l'impression que ça s'équilibre un peu mieux. Euh, mais avant, quand même, ça pouvait peut-être se voir un petit peu plus. Euh, Ce qui est difficile pour moi, c'est vraiment, j'en parlais tout à l'heure, c'est le syndrome de l'imposteur en fait. Vraiment, c'est ça. C'est la différence que je vais voir où je me dis, c'est plus difficile d'être une femme parce que petite, on nous encourage moins, on nous pousse moins vers, voilà, vers des métiers, des postes à responsabilité. Et du coup, comment dire, il faut s'extraire de tout ce qu'on nous a assigné et puis s'envoler et puis prendre confiance et se dire, non, mais je le mérite aussi. Donc ça a traversé toutes mes expériences pro, vraiment. Et après, je pense que, mais moi j'ai peut-être été moins touchée, mais sur la différence de salaire qui reste encore entre les hommes et les femmes. En éducation spécialisée, je pense que voilà, ça n'existe pas. Alors moi je ne l'ai pas vu en tout cas, mais j'ai conscience pour avoir accompagné quand même beaucoup de femmes que c'est quand même une réalité qui est très très importante. Et aussi les métiers précaires qui vont être beaucoup occupés par des femmes, les CDD, les temps partiels. Et ça nourrit un sentiment d'injustice encore et toujours. Pour rajouter un peu à cette question-là, comment toi, en tant que femme, tu as choisi d'incarner ta fonction, tes missions? Je pense notamment à ton job quand tu étais éducatrice spécialisée auprès des femmes victimes de violences conjugales. Et d'ailleurs, je me disais aussi, est-ce qu'il y avait des hommes qui accompagnaient les femmes victimes dans l'institution dans laquelle tu travaillais? Ouais. Et à quel poste? Oui. Ça fait plein de questions. Donc du coup, la première question, ça serait, est-ce que tu peux nous dire s'il y avait des hommes qui travaillaient dans l'institution dans laquelle tu étais et à quelle place ils étaient? Et ensuite, est-ce que tu peux nous dire comment toi, en tant que femme, tu as incarné ta fonction d'éduc-spé auprès de ces femmes franchement blessées et violentées? Ouais. Alors, sur la question des hommes, moi, quand je suis arrivée, donc c'était en 2015, dans cette association, il n'y avait pas de salariés hommes. C'était pas forcément. Enfin, comment te dire traditionnellement, dans la fédération qui regroupait en fait toutes les associations nationales, il était souvent
voilà, question de cette question, pour faire une répétition. Mais ça traversait vraiment beaucoup lors des colloques, lors des réunions. C'était vraiment une question très importante parce que ça avait des avantages et des inconvénients. Et quand même, majoritairement, dans les assos de la fédération, il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui étaient employés parce qu'on partait du principe que c'était des femmes qui avaient été très fragilisées, violentées par leurs conjoints, par très souvent aussi dans leur enfance, l'entourage voilà, familial euh, et principalement des hommes. Et que quand elles arrivaient dans une association pour être accompagnées, pour être soutenues, ça pouvait être difficile pour elles d'être en contact avec un homme, de refaire confiance et de se livrer. Donc, on partait du principe que c'était des espaces de sororité en non-mixité qui permettaient de favoriser la parole des femmes. Moi, dans l'asso où je suis arrivée, c'était un peu le cas au début. Et après, on s'est questionné en équipe, on en a beaucoup parlé et on s'est dit qu'on aimerait bien quand même essayer d'avoir un collègue masculin pour tout le positif que ça pouvait apporter aussi, c'est-à-dire de pouvoir montrer à ces femmes que ce n'était pas les hommes qui étaient un danger, mais c'était ceux qu'elles avaient rencontrés qui les avaient violentées et que il y avait des hommes qui pouvaient être autrement, en qui elles pouvaient faire confiance et qui pouvaient représenter autre chose et être sécurisants et avoir un autre rapport avec elles qui n'était pas basé sur la domination. Et ça, c'était hyper important pour nous qu'elles puissent l'expérimenter. Donc on s'est dit pourquoi pas. Alors la difficulté, c'est qu'il y avait peu d'hommes qui postulaient en fait. Alors est-ce qu'ils s'auto-censuraient? Je sais pas, je ne saurais pas dire. Mais on a commencé à en avoir en remplacement, quelques-uns, et l'expérience a été intéressante. Après, moi, je trouve qu'on n'a pas assez analysé ce que ça avait pu produire au sein de l'équipe et au sein de l'association. On a des femmes qui ont pu refuser d'être reçues clairement par des hommes. C'était trop compliqué pour elles. On a toujours respecté ce choix-là. Mais je trouve ça aurait vraiment mérité qu'on se penche, qu'on s'arrête et qu'on se dise, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les femmes ont pu renvoyer? Quels ont été les effets positifs? Quels ont été les questionnements? Et je trouve que ça n'a pas été assez fait. Et puis après, on est parti. Je sais que les dernières années, il y a deux collègues qui ont été embauchés à temps plein en CDI. Et voilà, alors ça s'est plutôt bien passé pour la majorité des femmes, mais là encore, on ne s'est pas assez questionné, je trouve, sur les effets et sur le sens de tout ça. Et là, aujourd'hui encore, c'est un homme qui est chef de service, voilà, dans cette association, et c'est une directrice. Le choix, par contre, du conseil d'administration a été que tous les postes à haute responsabilité, donc de direction, soient occupés uniquement par des femmes. Voilà. Ça, c'était un choix du CA. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais voilà. Et je finirai juste par dire que quand même, nous, moi à la fin, j'avais un poste où j'accompagnais les enfants victimes de violences conjugales, parce qu'ils ont été reconnus depuis peu, mais avant ils étaient enfants exposés, après c'était enfants co-victimes, mais là on reconnaît quand même qu'ils sont victimes à part entière. Et c'était important qu'ils puissent avoir aussi une image masculine, sécurisante et positive. Voilà, ça c'était. Moi, je trouve qu'il faut un équilibre, effectivement, mais il faut pouvoir laisser le choix aux femmes et aux enfants de faire avec leur temporalité. C'est-à-dire que si au début elles ont besoin d'être en sororité, en non-mixité, je pense que c'est important. Et après, tranquillement, d'aller vers l'expérimentation des collègues hommes. Ok, merci Fanny pour toute cette réflexion. On se dirige vers la fin du podcast. Je vais te poser les deux dernières questions que je pose à chaque fois. Là, on est plutôt du côté, on va dire, émotionnel de la force. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état te mettait ton travail de manière générale et dans quel état te met aussi le processus de reconversion dans lequel tu es? Ok. Alors sur l'état du travail, c'est hyper paradoxal. À la fois, je me sentais vraiment à ma place, mais vraiment quoi. Je trouve ça précieux aujourd'hui de se dire, je fais un métier où je me sens utile et je milite au sein de mon travail quoi. C'est précieux pour moi.
c'était vraiment, et ça restera à vie, de toute façon, une cause qui me tient à cœur et dont j'ai vraiment pris l'ampleur. Et du coup, j'étais quand même bien. Je savais que j'étais là, je faisais mon métier. Je pense qu'à la fin, j'avais acquis quand même une certaine expertise, donc je me sentais bien, j'avais moins de doutes. Alors après, il faut toujours se remettre en question, hein. Mais quand même, je me sentais à ma place, voilà. Et je me sentais vraiment riche de ce travail, voilà, avec mes collègues, de tout ce que les femmes et les enfants pouvaient nous rendre en retour, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là. Enfin, en tout cas, non, je veux pas faire de généralité, mais moi, c'était pour ça. Et à la fois, je me sentais, à la fin, je me sentais épuisée. Enfin, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Je me sentais vraiment vidée. J'avais du mal à couper. Alors, non pas avec les situations, parce que ça, on apprend quand même, je trouve, à prendre de la distance, même s'il y a toujours des situations qui sont plus compliquées que d'autres et avec lesquelles on rentre à la maison. Mais d'être tout le temps dans la lutte et dans l'engagement, c'est épuisant. Et en même temps, j'arrivais pas à prendre de distance parce que je les voyais au quotidien, les injustices, et je voyais au quotidien tout ce dont les femmes voilà, étaient victimes au niveau sociétal, mais au niveau de leur conjoint, au niveau de, voilà, dans tous les pans de leur vie. Et du coup, je ne pouvais pas me mettre des œillères et faire comme si ça n'existait pas. Donc ça demandait une énergie très très importante, vraiment, et beaucoup d'émotions très fortes, quoi. On passe par des émotions très fortes. Et un grand besoin de se ressourcer personnellement dans des activités auprès de ses amis, de son entourage, et d'apprendre à penser à soi. Voilà, ça a été vraiment le déclic aussi que j'ai eu en thérapie. C'est-à-dire que j'ai commencé une thérapie tard, hein, en 2020. Je pense que j'aurais pu commencer bien avant, mais bon, ça a été comme ça. Et vraiment, ça a été d'apprendre à sortir de cette culpabilité dont je parlais tout à l'heure et à penser à soi et à se dire, alors c'est des phrases un peu bateau, mais comment donner à l'autre quand on n'arrive pas à se donner à soi-même, en fait. Mais pour moi, ouais, c'est la base. C'est la base. Et aujourd'hui, pour rebondir sur ta question sur la reconversion, c'est ce qui va être hyper important pour moi, c'est de me dire, aujourd'hui, je ne m'oublierai plus. Je serai à l'écoute de mes émotions, je serai à l'écoute de mes limites. Je veux ne pas être trop exigeante envers moi-même. Vraiment, ça c'est quelque chose... pour reprendre Guillaume Meurice, c'est le petit éloge de la médiocrité. C'est se dire que on a le droit en fait d'être médiocre et de ne pas être tout le temps au top. Et que c'est aussi de la modestie aussi de se dire ça. Et que on traverse ce monde comme on peut, on fait ce qu'on peut. Mon but, c'est pas du tout d'écraser les autres et je serai jamais comme ça et j'espère ne jamais l'être. Mais par contre, je serai moins dans le soin, dans le don, sans me poser de questions et sans poser de limites parce que c'est plus bon pour moi et c'est pas forcément bon pour ceux qui reçoivent non plus. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, qui va guider aujourd'hui mon projet de reconversion et de vie en général, quoi. Voilà. Merci beaucoup Fanny pour tout ce récit, ce témoignage dont tu nous as fait part. Moi je te souhaite en tant que très bonne amie plein de belles choses pour toi dans ces prochains mois et dans cette nouvelle année qui s'offre à nous puisqu'on enregistre cet épisode le 3 janvier 2025. J'espère que tu trouveras l'activité professionnelle qui te fera vibrer, qui te ressourcera. Et en attendant, on te dit peut-être à bientôt sur un autre sujet. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on s'arrête là? Non, c'est parfait. Merci beaucoup, encore une fois, de m'avoir invitée. C'est important. Alors, je pense que j'ai été assez bavarde, mais c'était important pour moi de pouvoir témoigner, pouvoir participer à comment dire, ce très très beau projet de podcast que tu mènes. Je suis très très fière d'en faire partie. Voilà, merci ma belle. J'espère que le témoignage de Fanny vous aura plu autant qu'à moi. J'espère aussi que son récit permettra des prises de conscience autour des périodes difficiles et délicates telles que la recherche d'emploi
ou bien la réflexion ou la mise en place d'un projet de reconversion. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Nadia Senaoui, dont je vous laisse les coordonnées dans cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur mon profil et ma page professionnelle Nadia en conscience. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast État de femme.